nous sommes jeudi, je suis en voiture parce que je vais à une dédicace. Je vais voir Cynthia Kafka qui est en dédicace à côté de chez moi. Donc je me suis dit que c'était grave l'occasion d'y aller. En plus les horaires collaient parfaitement. Là à la débauche il est 18h30, quelque chose comme ça. Et du coup c'est trop cool. Je vais pouvoir la voir, lui parler et lui dire un peu ce que j'en ai pensé de son dernier roman. Je crois que je vous l'avais déjà présenté du coup ici. Il s'agit bien sûr de Au train où va la vie. Voilà, donc j'attends une copine et ensuite on y va. Voilà, petite sortie du jeudi imprévue à la base. J'ai vu ça hier sur Instagram et je me suis dit que c'était l'occasion. Je suis donc en position pour aller voir Cynthia Kafka. J'espère qu'il y aura pas trop de monde. Normalement, je pense pas, le parking a l'air plutôt vide, mais on sait jamais parce que c'est la débauche. Hello, aujourd'hui il fait trop beau, c'est hyper agréable, je suis en télétravail. Là sur ma pause déj, je vais vous ouvrir un petit colis qui est arrivé la semaine dernière je crois dans ma boîte aux lettres. Nous sommes déjà vendredi et j'ai pas eu le temps de l'ouvrir avant parce que je me suis dit que j'allais l'ouvrir évidemment avec vous. Ça me vient des éditions de l'Archipel. Oui c'est ça, il est très beau. Franchement, il est magnifique. J'ai vraiment craqué complètement pour la couverture et les résumés. Il s'agit de La papeterie du bonheur de Sally Page. Elle a écrit notamment La collectionneuse de secrets. Je sais pas si vous voyez la couverture. Si vous la voyez pas, je vous la mets. Donc là, c'est son nouveau roman. Alors, j'espère par contre que ce n'est pas une suite. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé. Ok. Quand, après une rupture douloureuse, Liz, 39 ans, reprend la papeterie londonienne de son oncle Wilbur, elle est à mille lieues d'imaginer qu'en vendant stylos et carnets, sa vie va prendre un nouveau départ. J'aime bien ce genre de roman, c'est très feel good, doudou, et quand ça se passe comme ça dans des petits commerces, je trouve que c'est hyper chouette. C'est ce qui a fait du coup que j'ai sélectionné ce roman au catalogue, donc merci beaucoup aux éditions de l'Archipel. Il a l'air très bien. Elle va rajeunir la gamme de la papeterie, découvrir qu'elle aime échanger avec les clients qui souvent pendant qu'ils essaient un stylo plume ou choisissent un carnet se laissent aller à des confidences. Et donc on va, j'imagine, la suivre dans son commerce et dans sa rencontre avec de nombreux clients. Ça peut être très chouette. Un roman plein d'optimisme sur l'amour, l'amitié, la vie, et je pense que ça fait du bien aussi de lire ce genre de roman hyper positif. C'est ce que je recherche en tout cas ce que j'ai recherché quand j'ai demandé ce livre. Donc j'espère qu'il va me hyper. Par contre c'est un petit bébé, je m'attendais pas à ça. 418 pages tout de même, mais après c'est avec les éditions de l'Archipel, j'aime beaucoup leur mise en page parce que c'est écrit quand même gros, espacé et tout, donc trop cool. Merci beaucoup aux éditions du coup de l'Archipel pour l'envoi de ce roman. Moi sinon d'écriture, mais je pense que vous le savez, je suis toujours dans mes ENC Charleston avec ma liseuse qui ne me quitte pas et je suis toujours dans le Elma, le tome 4 du coup de Elma. J'aimerais vraiment avancer ce week-end dessus pour pouvoir le finir. Enfin, ce serait trop bien parce que j'avance trop à une vitesse d'escargot, mais voilà, en ce moment c'est un peu compliqué de lire en toute franchise, même si je dois vous avouer que Les Quais du Polar, ça m'a remotivée pour lire. Je sais pas, ça m'a... Là, ça y est, là j'ai plein de livres qui me tentent, j'ai envie de lire toute ma pile à lire qui est faramineuse. Franchement, on se faisait la réflexion avec une copine hier de la taille de notre palle. Coucou à Camille, si tu passes par là. Et en fait, ouais, clairement, moi je la compte plus en fait. C'est devenu trop. J'ai trop de livres. Il faudrait vraiment que je m'y mette et que je la compte. Mais j'ai pas trop envie parce que j'ai très peur du nombre de livres que j'ai. Faut savoir que j'ai une bibliothèque entière. Et encore, il n'y a pas encore tous les livres, donc j'ai plus d'une bibliothèque de PAL, une Billy classique. Donc ça fait combien de livres ça? Ça fait beaucoup hein. Mais tout est sous contrôle, ça ne me dérange pas plus que ça. Je suis pas une grande stressée de ma palle. Au contraire, je me dis c'est trop cool, j'ai plein de livres à lire et je sais que je vais jamais m'ennuyer quoi. Je vais jamais rester devant ma palle en mode qu'est-ce que je lis. Ça c'est hyper appréciable, j'avoue. Donc voilà pour ce petit update. Et puis moi je vous retrouve plus tard, peut-être,
pour un update lecture, je l'espère, sur Elma. Non, en fait pas du tout, je ne retrouve pas du tout plus tard, je retrouve maintenant parce que en fait j'ai complètement oublié de vous dire, mais j'ai commencé en audio et presque fini, il me reste moins d'une heure d'écoute, ce livre pratique si je puis dire, Dormir comme un sapiens, je crois que je vous en avais parlé, je me souviens plus, qui est un best-seller international visiblement. Nos ancêtres ne connaissaient pas l'insomnie, que peuvent-ils nous enseigner? C'est un livre du coup sur, vous l'aurez compris, les problématiques de sommeil. C'est une thématique qui m'intéresse, je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment le sommeil, enfin sur quels aspects le sommeil peut jouer. Évidemment que ça joue sur énormément de choses, je pense que vous l'aurez compris, et évidemment que les troubles psychiques, mentaux jouent aussi beaucoup sur le sommeil et vice versa, en fait tout est vraiment lié. Et j'étais vraiment intéressée, voilà, donc écoutez, j'en suis vraiment à la fin là, où il donne des tips sur comment retrouver un meilleur sommeil en 3 semaines, un programme en 12 points. Si vous cherchez 1001 astuces pratiques pour en tout cas améliorer considérablement votre sommeil si vous êtes insomniaque, voilà, ou si vous faites régulièrement des insomnies, ou si vous avez des problèmes de sommeil, hein, pas forcément des insomnies très régulières, hein, mais de temps en temps. Je pense que ce livre vous touchera peut-être un peu moins parce que je trouve qu'il est intéressant dans la mesure où il fait vraiment un état des lieux des différentes avancées en fait finalement scientifiques sur les études de sommeil, sur le sommeil en fait de manière générale. Il met très souvent, et c'est l'objet hein, du livre, mais en parallèle les anciens, les hommes préhistoriques en fait avec l'homme moderne, sauf que pour moi il y a des limites à cela, évidemment parce que c'est pas la même époque, on n'a pas les mêmes modes de vie, les mêmes habitudes, donc le sommeil est forcément différent. Lui, son postulat de base, c'est donc observer les anciens hommes préhistoriques pour pouvoir en fait voir quels enseignements ils peuvent nous apporter sur l'homme moderne, mais je trouve que c'est trop limité, enfin je comprends à certains moments ce qu'il a envie de mettre en avant, mais je trouve que c'est pas assez factuel. Voilà, après c'est mon avis sur la question. Maintenant, par contre, je trouve qu'il casse de nombreuses idées reçues sur le sommeil, et ça, je trouve que c'est très intéressant. Ce livre a le mérite, voilà, de faire un état des lieux et donc de nous dire un peu toutes les études qui ont été réalisées autour de différents sujets traitant le sommeil. Il met en avant les limites à chaque fois. En fait, c'est quand même très scientifique, et donc si vous avez eu l'habitude ou si vous voyez à peu près comment est fait une étude, enfin une revue scientifique, vous pouvez, ou un article, voilà c'est le terme que je cherchais, un article scientifique, vous voyez que donc il y a des hypothèses qui sont fournies, mais qu'ensuite on met bien sûr en contexte cet article et tout ce qui a été trouvé, et on apporte des limites à chaque fois à toutes les avancées. Bon, c'est le principe. Du coup, c'est vrai que si on n'est pas du tout du milieu universitaire, j'ai envie de dire, si on n'a pas cette vision-là, je pense que ça peut ne pas toucher. Parce que voilà, c'est un bouquin qui peut être vu comme vraiment un guide pratique pour nous aider, en mode vulgarisation totale, mais pas du tout. En fait, je trouve qu'il vulgarise pas tellement tout ce qu'on peut avoir sur le sommeil. C'est pas un livre de vulgarisation, voilà, c'est juste ce que j'ai à dire. Donc faut pas vous attendre à un truc révolutionnaire, c'est simplement un état des lieux. Et à la fin, il parle de son journal du sommeil, donc ça, je pense que c'est son... Alors je sais pas si c'est une fille ou un homme, mais en tout cas ce docteur en sciences du sommeil met en avant une technique qu'il a visiblement expérimentée. Donc ça peut être intéressant, c'est pour ça que j'attends vraiment la fin pour vous dire s'il vaut vraiment le coup de regarder et de faire cette technique et de... voilà. Parce que j'en suis vraiment pas à la fin, et visiblement c'est sur la fin qu'il y a des exercices pratiques. Mais il m'a quand même apporté pas mal de choses, dont notamment casser pas mal de codes que j'avais ou d'idées reçues que j'avais sur le sommeil. Comme par exemple notamment cette règle des 8 heures de sommeil obligatoire, ou du moins très 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 recommandée
à faire par nuit et en fait il y a ce truc de rentrer dans un cercle un peu vicieux où, enfin je sais pas si vous le faites mais moi perso je le fais, où avant de dormir j'essaie de calculer à peu près combien d'heures je vais dormir. C'est un réflexe et je pense que ça c'est comme il dit c'est rentré dans les mœurs parce que il y a des slogans célèbres qui ont dit que, ou des études je ne sais plus, enfin bref des gens qui ont dit qu'il fallait dormir 8 heures. Alors qu'en fait, non, il nuance tout ça et je crois même qu'il dit qu'il faut dormir entre 5h30, je crois, et 9h30. Enfin voilà, il y a une plage qui est quand même extrêmement importante et ça dépend énormément de chaque personne. De toute façon, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est ressorti du bouquin, que chaque personne est différente et le seul truc qu'il met absolument tout le temps en avant, c'est le fait que, bah, évidemment, il faut pas stresser. Il faut pas être stressé, il faut pas être anxieux. Et si on n'est pas stressé et pas anxieux, bah on a un sommeil super. Voilà, bon bah c'est génial, mais non, mais en vrai, c'est clairement ce qu'il met en avant. Après, c'était intéressant d'avoir un peu le sommeil ancestral et puis comment ils dormaient, mais bon, on sait tous que leur nuit était très très fractionnée parce qu'ils dormaient en groupe majoritairement et il fallait qu'il y ait toujours un qui veille, qui fasse un peu la garde pour pouvoir en fait se préparer à d'éventuels prédateurs, etc. Enfin ouais, c'est vraiment, je trouve que le sommeil, en tout cas ancestral, n'a rien à voir avec le sommeil moderne et il en parle d'ailleurs, il parle de l'influence des écrans, de l'influence de la lumière. Ça c'était intéressant le sujet sur la lumière, il parle des luxes et tout, il va vraiment dans le détail scientifique. Du coup c'était chouette. Donc dans l'ensemble je suis pas waouh, c'est pas une lecture excellentissime, mais j'ai bien aimé parce que ça m'apporte quand même quelques petits propos, quelques petites idées sur le sommeil, donc c'était chouette. Et encore une fois, vous aurez mon update final avec, j'attends vraiment cette fameuse, ce fameux programme là, voir comment il s'en sort. Après c'est intéressant, à la fin il y a un glossaire avec tout, voilà, chronotype, préférence naturelle de l'organisme pour le sommeil à une certaine heure par exemple. Vous savez, le cercle circadien aussi notamment. Et voilà, il y a plein de choses. Luxe, unité d'éclairement lumineux. Symbole LX. Hippocampe, structure du cerveau impliquée dans le stockage à long terme des informations. Évidemment qu'un manque de sommeil altère fortement la mémoire notamment. Mélanotype se dit de la partie de la vision liée à la mélatonine et au rythme circadien. Enfin bon bref, il y a plein de choses, mais du coup c'est intéressant. Dans l'ensemble c'est intéressant. C'est pas un livre qui est très abordable je trouve. C'est le seul reproche que je lui fais. Parce que du coup voilà, faut déjà avoir cet état d'esprit, cette mentalité un peu de scientifique et de revue scientifique, article, machin, pour comprendre en fait tous ces chapitres et pourquoi parce que j'ai vu des commentaires en fait sur Babelio je crois où les gens disaient qu'il se contredisait tout le temps et du coup je peux totalement comprendre qu'il y ait eu un effet lassant parce que bah, en fait effectivement il énonce certains résultats scientifiques de certaines études et ensuite il énonce donc d'autres résultats qui viennent tout le temps contredire en fait, mais c'est le principe, j'ai envie de dire, des articles scientifiques et de la science de manière générale. C'est le principe, c'est toujours se remettre en question, poser des limites à tous les résultats qu'on a. Et donc du coup, bah, c'est comme ça qu'on avance aussi. Mais voilà, je trouve qu'au niveau, il n'est pas hyper abordable, mais après, c'est quand même assez intéressant. Donc globalement, moi, je suis plutôt satisfaite de ma lecture, mais j'avoue que il est un peu difficile, donc faut être un peu concentré quand je l'écoute, donc je le lis pas forcément, enfin je l'écoute pas forcément tout le temps, voilà, mais je pense que la semaine prochaine il sera terminé, ça c'est sûr.
La vie est cool. C'est bien ce petit hamac là. Bah... Alors elle sait pas si elle doit continuer à dormir, jouer un peu, s'étirer. La vie est compliquée. Faire des choix, c'est difficile. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un unboxing très rapide. J'en profite tant qu'il fait assez beau parce qu'apparemment dans 3 heures il pleut. C'est génial pour le week-end de Pâques, on adore. Un colis m'est arrivé du coup dans la boîte aux lettres. Il s'agit d'un colis des éditions Le Duc. Bien sûr, c'est un livre lu en tant que lectrice, il est où le truc là, lectrice Charleston. Et donc je vais vous montrer tout ça. Il fait chaud aujourd'hui, mais ça va pas durer. Je suis déception. Alors, voilà. Comment j'arrache le truc moi? Oui, je l'ai vu passer un peu partout sur Insta. Il s'agit du dernier roman de Tony Béard, Toutes nos promesses, que j'ai beaucoup aimé. Il est dédicacé, mais c'est trop bien. Trop chouette. En accord avec la couverture, bien sûr, ce petit marque-page. Oh, il y a des lectrices qui sont en 4e de coupe, génial. Je vais lire la dédicace, je suis trop impatiente. Oh, c'est magnifique. Elle a fait ça au stylo plume, je pense. C'est très très beau. J'ai rencontré Tony Béard à l'occasion de la Christmas party des éditions Charleston, donc trop contente. Est-ce qu'à mon avis, là, désolée, je peux pas attendre. Alors oui, les avis sont un peu plus tôt dans le livre qu'avant parce qu'il y a un extrait du coup de la chanson du rayon de lune. Et je vois qu'à mon avis, je suis ravie. C'est un roman profondément engagé qui dresse avec justesse 2 portraits de femmes téméraires. Aux côtés des copines du coup, l'actrice Charleston aussi. Je pensais pas aussi épais, je sais pas pourquoi. Mais vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que... on voit que mon noir a pris cher là, j'ai fait du ménage et ça m'a pris toutes les poussières. Bref, roman très très bien parce que il est question de 2 effectivement femmes, 2 portraits de femmes. Bettina on suit qui est maman, tout fraîchement séparée d'ailleurs de son mari et elle est chef d'entreprise, etc. Elle doit gérer un peu la crise d'ado de ses enfants. Enfin surtout de sa fille. On est sur un roman qui est profondément engagé. Je sais pas si je peux vraiment vous dire de quel sujet il est question ou pas. Vous allez je pense le découvrir si vous lisez le roman. Mais on sent vraiment les sujets qui tiennent à cœur l'autrice. Donc notamment tout ce qui est... Enfin ça part un petit peu féministe. C'est un roman qui est profondément engagé pour moi et j'ai beaucoup apprécié parce que elle parle de sujets qui sont tellement d'actualité avec notamment des mouvements qui régressent finalement dans ce qu'on avait réussi à obtenir en tant que femme, en tant que droit en fait. Mais il n'y a pas que ça, c'est bien plus que ça. Toutes nos promesses, il s'agit aussi bien sûr de l'histoire de Bettina avec son... j'ai pas envie de dire ex-mari, mais la personne du coup avec laquelle elle s'est séparée. Et on suit en même temps tout son parcours entrepreneurial et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'à un moment donné, ils vont au Festival du Cannes et fait absolument fou. Il y a une espèce de bad buzz avec notamment une chanteuse coréenne de K-pop, je crois. Et pareil, donc là il y a l'influence de la K-pop et tout. Et je trouve que c'est vraiment, enfin ça me parle parce que j'ai notamment une tante qui est fan de K-pop et qui a, je pense, à peu près l'âge d'ailleurs, bon, elle est peut-être un peu plus âgée que Bettina, mais enfin voilà, du coup c'est assez marrant parce que pour moi on retrouve plein d'éléments en fait de notre société actuelle qu'elle décrit extrêmement bien et elle ancre ses personnages du coup à chaque fois dans cette époque qu'elle arrive vraiment à décrire avec précision et justesse et c'est jamais trop, c'est justement bien dosé. J'adore la façon vraiment dont elle décrit les époques et les sociétés. C'est le point fort pour moi de Tony Béard. J'avais vraiment eu ce même ressenti avec notamment, enfin vous le savez, On n'empêche pas une étoile de briller qui pour le coup a été un immense coup de cœur. Celui-là n'est pas un coup de cœur parce que bon voilà, les sujets
Même si je les apprécie, c'est pas des sujets qui me transcendent non plus, donc je pense que c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même beaucoup aimé, vous l'aurez compris. Et on suit dans le passé, parce que on a toujours une sorte de petite double temporalité. Et dans le passé, on suit Amanda, hein, si Antoinette. Pourquoi j'ai envie de dire Amanda Non, mais parce qu'il y a un autre personnage qui s'appelle Amanda. Antoinette, qui est journaliste avant-gardiste et frondeuse de la Belle Époque, qui vécut donc à chaque fois, vous savez, ça s'inscrit dans sa saga des grands boulevards, qui se passent enfin toutes ces histoires se passent au 19 bis boulevard Montmartre, qui n'existe pas. Pas de 19 bis, il y a un 19, mais pas bis. Et effectivement, il peut quand même pour moi se lire indépendamment. De l'autrice, du coup, vous l'aurez compris, j'ai lu La chanson du rayon de lune, j'ai lu On n'empêche pas une étoile de briller, et je crois que du coup, si c'est dans cet ordre, c'est le tome 3 et le tome 4 de cette saga, et ça n'a absolument pas empêché de comprendre l'histoire, les personnages, tout ça, tout ça. Effectivement, dans celui-là, on est quand même à un moment donné très centré sur le... Enfin, l'histoire se passe vraiment au 19 bis, boulevard Montmartre, donc c'est sûr que je pense que si vous avez lu la saga depuis le début, bah, vous allez peut-être retrouver des personnages que vous connaissez déjà, donc vous connaissez déjà les histoires, etc. Donc ça vous spoil un petit peu quand même, parce que typiquement, on retrouve des personnages que dont j'avais entendu parler à la fois dans la chanson du rayon de lune. C'est un peu, je dirais pas un deuxième tome, mais c'est vrai que ça prolonge, c'est un tome complémentaire par rapport à la chanson du rayon de lune. Et parce qu'avec les personnages similaires un petit peu et tout. Mais en même temps, on retrouve certains personnages que j'avais découverts dans On n'empêche pas une étoile de briller. Donc je trouve que ça spoil un peu quand même. Mais ça va, enfin je veux dire, c'est... Enfin moi personnellement ça me gêne pas parce que c'est pas l'intégralité de l'intrigue qui est spoilée. Bref, je sais pas si vous avez compris, mais pour moi ils peuvent se lire indépendamment. Après je comprends tout à fait cette volonté d'en faire une saga, etc. Parce que bah, tous les romans sont vraiment rattachés à ce lieu et c'est chouette aussi parce que du coup on continue un peu de suivre nos personnages des autres tomes dans les prochains, donc je trouve ça chouette. En tout cas, toutes nos promesses, moi je vous le conseille parce que on s'attache énormément à ce personnage de Bettina qui est une maman voilà, un peu débordée, qui doit faire face à plein de problèmes. Donc dans son travail, dans sa vie perso, etc. Et du coup, on a vraiment aussi tout un pan comme ça de la société qui est vraiment bien décrit. Je sais pas si vous entendez le chien dehors. Je sais pas, il s'excite. Donc voilà, franchement, je vous le conseille à fond. Et moi j'ai adoré l'histoire dans le passé, autant que l'histoire dans le présent en fait. Parce que Antoinette, c'est pareil. On suit son histoire, on suit son destin, on suit cette volonté qu'elle avait, cette force en fait de caractère, et j'adore les personnages de Tony Béard pour ça, c'est que ce sont des personnages qui à chaque fois sont très indépendants. Amanda, ça y est, je resitue, c'est l'associée en fait de Bettina qu'on a suivi dans la chanson du rayon de lune. Donc en fait on continue à la suivre là, si vous voulez. Donc effectivement, si vous voulez pas être spoilé entre guillemets, je pense qu'il vaut mieux lire la chanson du rayon de lune avant celui-là, parce que vraiment on suit à fond Bettina et Amanda dans leur amitié et surtout leur aventure entrepreneuriale, vous l'aurez compris, parce que désolée, c'est un peu décousu mon résumé, j'espère que vous arrivez à suivre. J'ai la tête ailleurs là. Elles ont une entreprise en fait de bijoux. Et à un moment donné, elles vont au festival de Cannes, notamment machin. C'est là qu'il y a le fameux bad buzz avec la chanteuse coréenne et qu'on entre un peu dans cet univers de K-pop qui est très drôle. Enfin, très drôle. À prendre avec du recul, mais attention, si vous êtes fan de K-pop, ne me tuez pas. Mais c'est vrai que c'est un univers qui, moi, m'attire pas du tout. Mais c'est vrai que je suis très curieuse quand même de savoir... de voir qu'il y a une communauté comme ça de fans, de K-fans du coup, qui est extrêmement importante partout dans le monde. Bref, donc voilà, il y a plein de petits sujets, vous l'aurez compris, mais le gros sujet c'est quand même la vie de Bettina et à l'aube un petit peu de plein de changements, quels sont les choix qu'elle va devoir faire et comment est-ce qu'elle va devoir gérer tout ce qu'elle a à gérer. En gros c'est ça, le livre c'est un peu ça l'objet du bouquin. Et j'ai adoré, vous l'aurez compris, vraiment beaucoup aimé. C'était très bien, je l'ai lu très vite. Donc la preuve qu'il est assez efficace. Voilà pour mon update lecture et je vous retrouve plus tard.
Hello, j'espère que vous allez bien. Désolée si vous entendez déjà par avance ma machine à laver ou le dehors ou quoi que ce soit, mais je vous prends très rapidement pour un petit unboxing. J'ai reçu quelque chose qui était pas spécialement prévu. C'est quoi ça? Le scotch avait pris un, je sais pas, un boulon ou j'en sais rien, je sais pas ce que c'est. Je sais pas d'où ça vient, ça m'inquiète un peu. Donc nous allons ouvrir ça ensemble et pour la première fois, je ne me suis pas fait spoiler, ce qui est de l'ordre du rarissime. Je suis trop contente. Enfin bon, attendez, hein, parce que je ne sais absolument pas du coup ce que je vais recevoir et ça fait hyper plaisir. Oh waouh! Oh waouh! Qu'est-ce qu'il est beau! J'aime bien. Il s'agit d'un livre que j'ai donc déjà lu, Les filles de la femme de chambre de Sonsoles Onega, prix lauréat du prestigieux prix Planeta, qui est un livre que... comment dire? Non, j'ai pas eu de coup de cœur particulier et que où je pense que c'était pas le bon moment en fait pour moi de lire ce livre. Donc je dirais pas que ça ne l'a pas fait, mais c'est pas une lecture qui m'a complètement transcendée en toute franchise. Elle est donc espagnole, Sonsoles Onega, journaliste, autrice. Elle a animé entre 2018 et 2022 plusieurs émissions sur la chaîne de télévision internationale Mediaset. C'est son premier roman. 4e livre le plus vendu en Espagne en 2024, quand même. On est ici sur un univers qui est un pur roman historique parce qu'on est en Galice au début du siècle, au début du XXe siècle. Et en fait, on va suivre... Comment? Attendez, je lis la 4e de coup pour pas vous spoiler. Mais il y a des trucs, non, dedans? Non, j'ai toujours l'impression qu'il y a des trucs, mais... Alors, l'autrice nous livre un grand roman sur l'émancipation des femmes au XXe siècle, de l'Espagne à Cuba. Parce qu'effectivement, on se partage entre ces deux nations. Et ça y est, j'ai lu le résumé et du coup, je peux vous en parler sans vous spoiler. Mais on va suivre en fait deux filles... On va suivre une famille, en gros, qui sont la famille, l'Empire Valdés, donc la famille Valdés, et si vous voulez, la matriarche donne naissance à une petite fille, qui est donc, enfin voilà, une petite fille avec son époux, et en fait, le problème, c'est que son époux, en parallèle, en fait, a eu une liaison avec la femme de chambre, et qui s'appelle Renata, et en fait, elle a été rejetée bien sûr par le maître qui n'a pas du tout envie de reconnaître l'enfant, qui n'a pas du tout envie, évidemment, à l'époque, vous en doutez, de faire sa vie avec la femme de chambre. C'était juste une aventure comme ça. Et donc, les deux accouchent presque en même temps, à peu près. Et dans un élan de désespoir et un élan assez... un peu fou, j'ai envie de dire, la femme de chambre va échanger les petites filles à un moment donné parce que elles sont nées quasiment en même temps et personne ne va se rendre compte d'ailleurs que les petites filles ont été échangées. Et donc à partir de là, ça va naître, l'histoire va naître et donc on va suivre vraiment une espèce d'épopée comme ça, familiale, qui est quand même très documentée, hein, très riche au niveau historique. Va y avoir une sorte de fresque familiale. Il est assez épais, hein, vous vous en doutez. Mais j'avoue que moi j'ai pas accroché avec le ton de l'histoire, la plume. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était très très lent comme histoire. Très presque redondant dans les explications, etc. Alors on est en immersion complète, on suit, vu qu'on est à la fois à Cuba et en Espagne, il y a notamment toute cette histoire d'esclavagisme, etc., qui est encore très présente, très marquée, même si ça fait quelques années que ça a été aboli, mais il y a encore un héritage en fait qui est encore présent. Et on suit en fait aussi toute ce destin là de cette famille qui il arrive 151 un malheur. Franchement, et ces filles d'ailleurs qui grandissent sans savoir et qui sont évidemment complètement différentes. Et nous, on sait en tant que lecteur et on se dit, mais quand est-ce qu'elles vont vraiment prendre conscience de la chose? Bref, il y a plein de sujets, c'est assez intéressant, mais j'avoue que c'était un peu trop, peut-être lourd, mais encore une fois, c'est peut-être le moment, et puis avec Charleston, on enchaîne aussi beaucoup, et donc je pense que je l'ai pas vraiment savouré
entre guillemets à sa juste valeur. Donc je vous laisserai vous faire votre propre avis bien sûr si il vous tente. En tout cas c'est clairement dans la lignée évidemment de la ligne éditoriale de Charleston, à savoir des romans comme ça où on a des secrets de famille, des fresques familiales aux femmes assez puissantes, assez fortes, assez, j'ai pas envie de dire dominatrices, mais où il y a vraiment un matriarche en gros. Donc voilà pour ce roman, je vais voir s'il y a quand même quelques avis de lectrices qui peuvent vous donner envie. Petits instants de lecture, j'ai adoré découvrir Inès, Clara et Catalina et les suivre tout au long de leur vie. Leur histoire m'a bouleversée. Ce roman est si bien écrit qu'il se dévore, cette histoire est captivante, totalement addictive. Mélanie, folle de livres, cette histoire m'a happée. Sonsoles Onega nous plonge dans un demi-siècle d'histoire entre la Galice et Cuba à travers des destins de femmes de toutes classes sociales. Un hommage vibrant à la force et à la persévérance des femmes espagnoles. Ça peut vous donner des avis. Tea Books and You, une fresque familiale immersive portée par des personnages complexes et un cadre envoûtant. L'Espagne du début du XXe siècle y est magnifiquement retranscrite entre tradition, inégalité sociale et intrigue domestique. C'est vrai que c'est le cas. L'écriture est fluide et immersive avec une vraie finesse psychologique. Julie Pick Books, mon cœur a vibré par moments, s'est réchauffé à d'autres. Si vous aimez les secrets de famille, des destins brisés, ancré dans un contexte historique fort, ce roman est fait pour vous. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Amandine, mes livres cosy, une histoire pleine d'amour, de mensonges et de colère, une plume contemplative et cinématographique qui m'a réellement accrochée. C'est vrai que la plume a un petit côté... Mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas des romans espagnols. Il y a vraiment un côté assez cinématographique. Enfin, j'ai déjà lu un autre roman espagnol, enfin plusieurs, mais il y en a un qui m'avait marqué. Ça m'a marqué, mais je me souviens plus le titre. Tout va bien. Enfin, l'histoire, je m'en souviens encore, mais en fait, je me souviens plus le titre. Je me demande si c'est pas un... Attendez, je retrouve ça, je vous dis. Alors, j'ai retrouvé effectivement le nom. C'est Ildefonso Falcones, La Reine aux pieds nus, que j'avais lu. C'était un sacré pavé. Je ne sais absolument pas comment il m'est venu l'idée de lire ce livre. Mais ça me fait, en fait ce roman me fait énormément penser à cet auteur. Alors l'histoire est pas du tout la même, mais c'est vrai qu'il est quand même question à un moment donné de classe sociale, etc., de différence et de place de la femme hein, finalement. Parce que La Reine aux pieds nus, hein, c'est l'histoire d'une gitane, donc c'est quand même un peu différent. Mais on est, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur le même type de plume et ça me fait vraiment ça quand je lis des livres espagnols, puisque j'avais lu un autre livre espagnol aussi, mais différent parce que c'est un catalan qu'il a écrit. Voilà, je vais pas retrouver le nom, mais je vous mets la photo si je la trouve ici de la couverture. Mais pareil, ce livre m'avait... En fait, je sais pas, je trouve qu'il y a une espèce de nostalgie qui se dégage des plumes et des ambiances espagnoles. Il faudrait que je lise davantage de romans espagnols pour vraiment à un moment donné m'imprégner complètement, me faire vraiment un avis un peu plus poussé et argumenté bien sûr. Mais j'avoue que qu'il y a un truc très particulier et ça me fait... Et pareil, au niveau des romans italiens. J'ai plus de mal avec les romans italiens de manière générale que les romans espagnols d'ailleurs, mais avec quand même ces deux littératures, j'avoue que j'ai un peu du mal parce que je pense que c'est une question d'habitude en vrai, mais les romans italiens particulièrement, typiquement Elena Ferrante, genre la saga l'amie prodigieuse, pas possible pour moi. J'ai clairement abandonné le premier tome. J'ai lu un autre roman d'Elena Ferrante qui c'est La vie mensongère des adultes je crois, que j'avais fini mais avec difficulté. Je sais pas, en fait il y a des longueurs je trouve dans ce type de littérature. Alors est-ce que c'est des littératures méditerranéennes, je vais y arriver, et du coup c'est propre à ce type de littérature, je ne sais absolument pas. Si d'ailleurs vous en lisez beaucoup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou non. Je serais très curieuse de le savoir parce que là j'ai bien aimé dans l'ensemble. J'ai retrouvé, comme je vous dis, la même ambiance et le même univers, la même patte un peu que La Reine aux pieds nus. Mais avec des longueurs, etc. Une espèce de noirceur en fait dans cette ambiance qui est très singulière je trouve et qui est très propre à la littérature espagnole. Et c'est en ça que je reconnais d'ailleurs ce type de livre.
Mais voilà, en tout cas je peux quand même vous le recommander s'il vous tente et si vous êtes adepte de ce genre de roman parce que effectivement il est plutôt bien dans son ensemble, hein, s'il est pas... Voilà. Mais c'est juste que moi je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui m'ont dérangé et du coup j'ai eu beaucoup de mal à le finir, j'ai eu beaucoup de mal avec les personnages parce qu'en fait je me suis pas vraiment attachée aux personnages, vraiment à aucun d'entre eux, je trouve qu'il y en a aucun qui est attachant. Et du coup, comme j'ai eu du mal avec les personnages, souvent, enfin moi personnellement, j'ai besoin d'adhérer au moins avec l'un des personnages du roman parce que sinon, ça le fait moyen. Voilà. Donc voilà pour ma réception du jour et je vous reprends plus tard pour continuer ce vlog. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai plein de trucs à vous dire comme d'habitude. Et je rentre juste du sport, ça y est. Il fait pas très beau aujourd'hui, mais bon, ma foi, on se réfugie du coup dans les livres. Je voulais vous montrer en premier lieu une des nouvelles créations de ma copine, donc Senteur de livres. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé ici. Ah bah regardez, elle a gravé du coup son logo derrière et elle a sorti donc ces petits plateaux qui servent en fait à poser par exemple une tasse ou je sais pas si vous avez un goûter ou quoi que ce soit. C'est des plateaux en bambou. Voilà, et je trouve ça trop mignon. Il y a plein de différents motifs sur sa boutique. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Franchement, foncez, c'est toujours fait bien sûr. Alors je dis pas ça parce que c'est ma copine, hein, mais c'est fait. Elle prend grand soin en fait au niveau des envois, etc. Donc je vous la conseille bien sûr à fond. Je voulais vous le montrer parce que c'est trop chou et que j'ai pas beaucoup de plateaux, donc c'était l'occasion clairement d'en avoir un. Ensuite, colis arrivé dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va être? Je pense que ce sont des nouvelles ENC Charleston. Au niveau de l'aventure Charleston, on a des ENC principalement en format numérique, donc qu'on doit lire sur liseuse et bien sûr ou en PDF, bref. Mais de temps en temps, enfin pas très souvent en vrai, c'est que la deuxième fois depuis le début de l'année, depuis le début de l'aventure, on reçoit des ENC en papier. Et j'avoue que celle-ci, elle tombe vraiment à pic parce que j'ai pas commencé les livres encore. Il faut les rendre pour la semaine prochaine, je crois. Donc parfait. Enfin, on va regarder parce que je sais même plus lesquels c'est les ENC. Je sais même plus ce qu'on doit recevoir. Oui, ok, c'est ça. Donc la première, c'est Paillettes. En fait, c'est les livres de la rentrée littéraire. J'ai l'impression que les livres de la rentrée littéraire sont imprimés bien longtemps en avance. Et donc, du coup, ils ont les ENC en fait en format papier. Alors, Paillette. Kalindra n'a que 13 ans et déjà le sens des responsabilités qui manque à sa mère Coco, dont la seule préoccupation est d'être dans la lumière. Pour y parvenir, elle multiplie les candidatures à des émissions de télé-réalité et les crédits à la consommation qui financent ses retouches esthétiques. Rien à voir avec les autres mères d'élèves du très chic 8e arrondissement de Paris où Kalindra tente tant bien que mal de s'intégrer. Mais il n'y a pas que ça. Un jour, Kalindra découvre que le père aventurier compté par Coco depuis sa naissance n'existe pas, qu'elle est née d'un don, d'une paillette. Avec humour et ténacité, elle se lance alors dans une quête qui va changer sa vie. Premier roman à l'écriture percutante et drôle porté par un duo mère-fille flamboyant. Bon, je la découvre un peu en même temps que vous, je dois vous avouer. Je savais que j'avais ce livre à lire, mais j'avoue que parfois, il y en a tellement que j'avoue, je m'attarde pas du tout sur les résumés avant de les commencer. Donc là, je le découvre avec vous. Alors, Pauline Liétard, du coup, qui est l'autrice, journaliste, scénariste, réalisatrice de documentaires pour la télévision. Premier roman, ok, bah franchement, je suis très curieuse de découvrir ça. En plus, il est tout court, donc... Bah ouais, écoutez, ma foi, il me tente vraiment bien, ça a l'air sympa. Sachant que j'ai 3 livres donc à lire pour la semaine prochaine.
Voilà, donc je vais m'y mettre à fond ce week-end, vous l'aurez compris. Le deuxième, on l'a reçu aussi donc en format papier. C'est L'invité surprise d'Alison Espatch, élu meilleur roman 2024 par les lecteurs de Goodreads. Donc ça doit être une étrangère. Ouais, je vois Guardian, New York Times, Washington Post, et à mon avis elle est américaine. Et en fait on a reçu en troisième livre du coup un premier tome d'une nouvelle saga de Anne Jacobs. Je suis très très contente parce que Anne Jacobs, vous connaissez mon amour pour La Villa aux étoffes. Donc en vrai je suis ravie de découvrir une nouvelle saga. Bref, celui-ci. Donc l'hôtel, le Cornwall Inn. Phoebe en a rêvé avec son mari, mais elle est seule quand elle descend du taxi sans bagage dans la magnifique robe de soie vert émeraude qu'elle n'a jamais osé porter. Si elle a vécu sans éclat, elle mourra avec panache. Tout est prévu, de la promenade sur la plage au coucher du soleil, au plateau de fruits de mer en passant par la crème brûlée et la boîte de comprimés. Tout sauf un détail, l'hôtel est entièrement réservé pour le mariage du siècle, une semaine de festivités. Et la mariée est déterminée à ne laisser personne gâcher son grand jour. Roman sensible et fascinant à l'humour piquant qui nous plonge dans la psyché d'une femme sur le fil du rasoir. J'avoue qu'en découvrant ce résumé, c'est pas ce qui me tente le plus. J'ai un peu peur, en toute franchise. Mais pourquoi pas en vrai, pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça dépend comment il est tourné. Et donc pareil, c'est pour la rentrée littéraire hein, le 22 août. Je vois que déjà il y a une citation en gros de Virginia Woolf, donc why not. Dîner de bienvenue. Faut voir parce que franchement parfois ce qui est intéressant avec l'aventure Charleston c'est que je fais des totales découvertes. Alors j'avoue que le dernier livre que j'ai lu là pour Charleston, je l'ai abandonné. J'ai pas du tout aimé. Vraiment, c'est un flop complet. Je l'ai carrément abandonné, donc pour vous dire à quel point pour moi il était vraiment pas bon. Ça ne l'a pas fait du tout. Et pourtant, apparemment, il y en a plein qui ont adoré plus. Donc comme quoi, les goûts et les couleurs, parfois, ça change. Et c'est tant mieux, hein, on est d'accord. Et j'ai toujours envie de lire les remerciements à la fin. C'est terrible. Est-ce que vous aussi vous faites ça? Je regarde souvent la fin et je lis les remerciements. Ah là là, bon bref, j'arrête. Mais merci en tout cas Charleston pour ces 2 livres papier parce qu'en ce moment j'ai envie d'avoir du papier. En fait à force d'avoir toutes ces ENC en numérique, alors c'est cool hein, on les reçoit bien sûr, la lumière a décidé de baisser. On les reçoit bien sûr en papier mais on les a déjà lus donc en fait... je sais pas, il me manquait du papier en ce moment, voilà, donc très contente. Et donc là, on a un petit fascicule rentrée littéraire Charleston qui s'ouvre. Ah, est-ce que je peux vous montrer les couvertures? Elles sont spéciales, hein. Les 2 couvertures sont très spéciales, hein, quand même, je trouve. Hein. Paillettes. Ok, voici la couverture provisoire. Du coup, tout est provisoire, hein, bien sûr, parce que ça, c'est envoyé bien en amont, j'imagine, à des journalistes et des blogueurs, etc. Mais je pense que tout est vraiment provisoire. Voilà. Et l'invité surprise. Alors, j'aime bien cette couverture, mais je sais pas s'il colle avec le livre. À voir en le lisant. Mais j'avoue que j'aime bien, ça change. Hein. Ça change vraiment. Ouais, ils mettent couverture provisoire à chaque fois. Les subtiles observations sociales et la plume d'Alison Espach rendent ce livre incisif, drôle et jouissif. Why not? Voilà, donc en fait, c'était vraiment, je pense, leurs 2 parutions phares hein, de la rentrée littéraire. Hein. Ils mettent forcément les objectifs sur 2 parutions en général qu'ils veulent mettre en avant à fond. Et donc, c'est celle-ci pour cette année, cette rentrée littéraire 2025. Donc j'ai hâte franchement de les découvrir. Merci beaucoup aux éditions Charleston pour cet envoi. Parler plus lecture dans ce vlog, je l'espère. Chaque fois j'ai l'impression de vous faire des vlogs où je vous parle pas avis lecture, c'est terrible. J'ai emprunté un 4e, 5e tome, je ne me souviens plus, là tout de suite je crois que j'ai lu 4 tomes. 5e, j'ai lu 4 tomes, donc c'est le 5e tome de la saga des détectives du Yorkshire de Julia Chapman que j'aime beaucoup. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé ici parce que ça fait très longtemps que j'ai lu donc le 4e tome. Et j'avais envie de m'y remettre en fait, je sais pas, j'ai eu une sorte d'illumination. Je me suis dit, oh mais j'ai trop hâte de continuer cette saga, sauf que j'avoue que j'ai pas spécialement envie d'acheter
cette saga de Cozy Mystery, voilà. Donc du coup j'avais pris l'habitude d'emprunter à la bibliothèque les 4 premiers tomes et j'ai donc emprunté ce 5e tome à une bibliothèque là à Bordeaux, donc trop cool. J'espère pouvoir vraiment la lire. Alors je pense que ce sera une lecture que je vais lire du coup un petit peu comme ça au fil de l'eau entre guillemets. Et je vous encourage aussi du coup à aller regarder. Forcément, il y a autour de vous, dans votre ville, dans votre commune ou à côté, une bibliothèque, une médiathèque. Parfois, ce qui est intéressant, c'est que les catalogues et les livres en fait qui sont présents peuvent vraiment vous tenter. Donc allez-y, ça peut être riche, ça peut être varié et tout. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller en tout cas regarder s'il n'y a pas une bibliothèque pas très loin de chez vous, parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup sur ce type de livre que j'aime beaucoup, que voilà, c'est des livres où je suis très contente de les lire, mais j'ai pas spécialement envie de les avoir en ma possession dans la bibliothèque. Ça vaut le coup. Voilà, je transmets l'info, mais du coup j'étais très contente voilà, de l'avoir emprunté. Je peux malheureusement pas emprunter beaucoup plus de livres parce que vous l'aurez compris, mon planning de lecture est très 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 chargé. Mais je pense qu'une fois que l'aventure Charleston sera terminée, j'emprunterai beaucoup plus, en tout cas à la bibliothèque, parce que je trouve que c'est gratuit déjà. Et en plus, c'est un vrai plaisir. Alors oui, le seul problème, entre guillemets, c'est que nous n'avons pas nos livres. Ce ne sont pas nos livres en notre possession, mais quelque part c'est plutôt pratique aussi de ne pas avoir beaucoup d'encombrement entre guillemets dans l'appartement. Bref. Sinon, update lecture, très bien, très très bien. J'ai qu'une hâte, c'est le continuer. Les enfants qui blessent, je suis presque à la fin. Félicitez-moi, parce que ça fait plus d'un mois. Non, vraiment, là je l'ai dégommé hier, aujourd'hui. Il me reste 40 pages, je crois. J'ai qu'une envie, c'est le continuer. Et là, je vais le continuer parce qu'il fait pas beau. Je me suis dit tout à l'heure, ce serait cool que j'aille faire un peu de shopping et tout. Parce qu'on est samedi, je me dis pourquoi pas. Je sais pas, en fait. En fait, je sais pas parce que j'ai vraiment envie de le continuer. Et que hier, je l'ai dégommé. Alors, je l'avais déjà commencé, je vous l'avais déjà parlé un petit peu dans un précédent vlog. J'avais lu 140 pages, c'était un peu compliqué de nous faire un avis, sachant qu'il fait plus de 400, 300, 380, quelque chose comme ça. C'est un 4e tome, le 4e tome des enquêtes d'Elma. Vous le savez, j'adore cette autrice, vraiment, Eva Björgårdsdóttir. Je trouve qu'elle écrit des polars islandais absolument géniaux. Je dirais pas que ce sont des coups de cœur, j'ai jamais eu de coup de cœur particulier pour un de ces livres, mais ce sont des très très bonnes lectures pour moi à chaque fois. Vraiment, je prends plaisir, et encore plus dans cette saga où on suit du coup l'inspectrice Elma à Akranes, qui est donc une petite ville en Islande. Alors je crois qu'à chaque fois ils mettent les cartes au début. Oui. Alors bien sûr, l'autrice me l'a dédicacé au quai du polar. Regardez ça. La carte d'Islande, et donc on a Reykjavik qui est ici et Akranes qui est donc juste au-dessus dans la baie là. Je sais pas si on peut appeler ça une baie. bon, juste au-dessus. Je trouve que ce sont voilà, des livres toujours très intéressants. Et en fait, il y a un petit retard de parution en France, parce que typiquement ce livre il a été publié bien avant. Voilà, il a été publié en 2022 en Islande et nous sommes en 2025, et donc c'est une nouveauté. Il y a bien plus de tomes du coup qui sont parus en islandais d'Elma. Je crois qu'elle en est à son 8e, si je me trompe pas, 7, 8, je sais plus. Donc voilà, ils vont arriver prochainement là dans les prochaines années, donc c'est trop chouette. Eva Björk, donc elle a écrit ces 4 tomes là de Elma, ainsi qu'un one shot, le clan Sneberg. Je vous en avais aussi parlé, voilà, j'ai tout aimé très franchement, et ce que j'aime particulièrement c'est son inspectrice là. Et dans ce tome là, alors ils peuvent quand même se lire indépendamment, hein, si vous voulez vraiment vraiment découvrir
la plume de l'autrice et que vous en fichez un peu de l'esprit saga, moi je vous conseille Les Garçons qui brûlent, donc qui est le 3e tome. Celui-là je l'aime beaucoup, mais j'avoue que j'ai vraiment adoré plus Les Garçons qui brûlent, et avec le recul, voilà, il y a Les Garçons qui brûlent, il est trop bien. J'ai bien aimé aussi le 2e tome, hein, Les Filles qui mentent, il est vraiment cool. Et Elma est donc le 1er tome de la saga, qui est bien aussi. Mais il introduit vachement, je trouve. Mais voilà, si je peux vous en conseiller qu'un seul de Eva Björk de Tir, ce serait Les Garçons qui brûlent. Parce que là, on est dans Les Garçons qui brûlent, on était dans un huis clos, on suivait une jeune fille au père et tout, enfin franchement trop bien. Là, dans Les Enfants qui blessent, c'est assez chouette aussi parce que là, je trouve que la patte de Eva Björk de Tir se retrouve dans le sens où on alterne d'époque, on alterne de point de vue au niveau des personnages, et surtout, elle arrive vraiment à nous mener un petit peu en bateau. Alors, je crois connaître la fin, là je suis à 40 pages de la fin, je me dis, j'ai un doute sur qui, voilà. Mais à voir, parce qu'il y a encore des zones d'ombre que je n'ai pas devinées, donc à voir si c'est ça. Et ce qui est assez fou, je trouve, c'est que voilà, on alterne, et que là, dans ce 4e tome, on va suivre, enfin, il y a le corps d'un homme qui a été retrouvé, et il y a une espèce de cantique biblique qui est écrite sur le mur. Et finalement, en grattant un petit peu, on se rend compte que ça a un lien, enfin ce meurtre a un lien avec la disparition et la mort d'un enfant en 1995, pardon, dans un camp de vacances. On se dit oulala et tout. Et j'avoue que j'aime beaucoup la patte de Eva pour ça, parce qu'elle fait des flashbacks souvent, et en fait on sait souvent que les événements futurs ont un lien forcément avec d'autres événements qui se sont passés. Et là, l'aspect cold case est vraiment très intéressant, je trouve. Après, il y avait beaucoup d'éléments. Donc j'ai hâte de voir comment elle va conclure tout ça, parce que je trouve qu'il y a peut-être un peu trop d'éléments par rapport justement aux autres livres que j'ai pu lire d'elle. Là, on est sur plein de trucs, on est sur une sorte de blanchiment d'argent avec la mère du coup du défunt qui aurait blanchi de l'argent. On sait pas trop quel lien ça a à voir. On a le meilleur ami du mec qui est mort, et sa femme aussi pareil. Alors sa femme a reçu de l'argent de la part du mort, mais on sait pas quand, pourquoi, comment. On sait que le mort, il a eu notamment une liaison récemment, donc avant sa mort, avec une fille comme ça, qui a l'air très énigmatique et très mystérieuse. Enfin, il y a plein d'éléments, et peut-être un peu trop, et je pense que c'est pour ça qu'il est aussi long, parce que il est quand même long je trouve, pour un Eva Björk et donc du coup il y a plein de choses. Après c'est intéressant, enfin moi j'aime bien, et là, enfin vu comment je l'ai dégommé et que j'ai qu'une envie, c'est le retrouver, ça veut dire que j'aime plus. Entre non-dit et quête de rédemption, les silences se fissurent au sein de la petite communauté locale. La vérité que cherche à faire émerger Elma pourrait bien leur coûter plus cher que les crimes endormis. Ouais, on est vraiment sur des faux semblants, des révélations un peu dangereuses, et surtout la patte, c'est vraiment d'écrire des familles, de rentrer dans l'intimité comme ça des familles, ou alors des sociétés qui sont très dysfonctionnelles. Il est notamment très souvent question, je trouve, dans les livres de Eva Björk, cette notion de famille et d'enfants, et des traumatismes en fait d'enfants qui se répercutent dans la vie adulte. Sans trop vous spoiler, mais c'est vrai que c'est souvent ce qui revient dans les autres tomes d'Elma. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Et je crois que je vous l'avais dit aussi, mais va y avoir une série qui va être diffusée en France, une série télé de Elma. Donc j'ai trop hâte. Il faudrait que je me renseigne d'ailleurs sur cette série télé, parce que ça va être trop bien si c'est le cas. Et je l'imagine trop, et j'espère qu'évidemment ce sera tourné en Islande, bien sûr. Ce serait un peu bête si ça ne l'était pas. Voilà, vous avez le clan Sneberg qui est sorti en poche. Celui-là c'est un one shot, et en fait il se passe dans la région du nord, je crois, de l'Islande, une région très volcanique. C'est un huis clos, le clan Sneberg, et on suit une famille assez influente, riche, et ils ont tous des petits trucs à cacher, et en fait ils sont un peu, voilà, ils fêtent un anniversaire entre eux pendant le temps d'un week-end.
et il y a quelqu'un qui disparaît, je crois, quelque chose comme ça, et donc ils ont tous, on se rend compte qu'ils ont tous des trucs louches qui leur sont arrivés ou des trucs à cacher. Du coup, c'est assez intéressant. Et le clan Sneberg, en fait, ça se passe juste avant l'arrivée d'Elma au commissariat d'Akranes, en fait. Donc c'est juste avant cette saga-là, parce que il est question dans le clan Sneberg à un moment donné, à la toute fin, c'est juste une mention, hein, c'est pas du tout, il n'y a aucun lien, mais à la toute fin, en fait, on nous dit que oh, il y a une nouvelle venue au commissariat et c'est donc Elma. Voilà, donc j'aime bien quand il y a des petits clins d'œil comme ça dans certains livres, je trouve ça assez fun. Bref, tout ça pour dire que c'est une excellente lecture, vous l'aurez compris, que j'ai trop hâte de le continuer et que je ne peux que vous le conseiller, bien sûr. Donc franchement, merci infiniment aux éditions de La Martinière pour l'envoi de ce livre et pour cette rencontre aussi au Quai du Polar parce que je suis trop fan, trop fan, voilà. Donc... trop hâte, et puis comme je sais qu'il y a d'autres tomes d'Elma, je me dis mais trop bien, genre trop bien. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous reprends plus tard. Je viens de le finir, ça y est. Et en fait c'est pas ce que j'imaginais, mais un peu quand même. En fait j'avais un peu deviné le basculement à la fin, mais je m'étais quand même plantée sur l'identité du coup de la personne. Quel dommage, quel dommage. Du coup ça m'a surprise, c'était très chouette. Voilà, encore une fois, par contre ça promet un 5e tome, mais j'ai trop hâte du coup du 5e tome, parce qu'à la fin il y a un peu genre une espèce de, pas de cliffhanger, mais voilà, elle a quand même laissé planer beaucoup d'indices qui promettent un 5e tome explosif. J'ai ultra hâte. Voilà. Donc encore une fois, Eva Björk-Gilsdottir, c'est clairement l'une de mes autrices préférées. Ça, c'est sûr. À chaque fois, ces romans me font un effet addictif. Donc trop contente d'avoir lu ce 4e tome.